Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous parler des premiers résultats de cette plateforme, de cette étude, qui en fait, quand j'écoutais tout à l'heure le discours de Madame Escalon, rentre en fait pleinement dans les objectifs du plan maladies rares et des objectifs de la filière Oscar. Et je vais vous montrer que c'est aussi en très grande partie grâce à Oscar qu'on a réussi à monter cette étude. Pour commencer, juste l'hypoparathyroïdie, alors c'est peut-être familier pour certains et certaines d'entre vous, mais ça l'est peut-être pas pour d'autres. Ça se définit comme en fait une insuffisance de sécrétion de l'hormone qui régule la concentration de calcium au niveau extracellulaire, qui est la parathormone, qui est différente d'une autre maladie rare, encore plus rare que l'hypoparathyroïdie, qui est la pseudo-hypoparathyroïdie, qui est en fait le fait d'être résistant à cette hormone-là. Et ça, en fait, on avait bien fait la distinction dans un des premiers PNDS de la filière maladie rare Oscar, qui a été publié l'année dernière et qu'on avait écrit au début avec Anya Rothenbuehler, qui est ici, et Anne Liénard, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, et qui a été relu probablement par une grande partie d'entre vous. Et vous pourrez retrouver une grande partie des recommandations sur le site de la HAS. Donc ça, c'était le premier travail qu'on avait fait au sein de la filière Oscar. Et en fait, on avait fait le constat que des données sur l'épidémiologie de l'hypoparathyroïdie, en fait, on n'en avait pas beaucoup. Jusque-là, on disposait d'une étude américaine qui avait été publiée dans les années, en 2012, et qui nous donnait des résultats à partir de 120 patients, ce qui est assez pauvre, qui nous donnait des résultats en nous disant que c'était principalement des causes acquises après chirurgie du cou. Et puis on a eu en 2018, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est un peu... il n'y a pas longtemps, on a eu des résultats d'une équipe italienne, en fait pas d'une équipe, mais d'un regroupement de tous les centres de référence au niveau national en Italie, qui ont réussi à colliger tous leurs cas d'hypoparathyroïdie en Italie. Et ils ont réussi à en colliger 537, ce qui était une des plus grosses représentations. Et vous voyez qu'ils retrouvent à peu près les mêmes résultats, à savoir que plus des 2/3 des patients avaient une cause acquise après une chirurgie. J'attire votre attention que ces centres de référence, eux, n'avaient pas fait la même distinction que nous, c'est-à-dire qu'ils ont inclus aussi dans leur étude les formes dites avec résistance de l'action de l'hormone, qui sont ici, qui est en fait la différence de ce que je vous ai annoncé juste avant, la pseudo-hypoparathyroïdie, donc la résistance à l'action, ce qui n'est pas exactement la même maladie. Donc en fait, quand on cherche, on trouve d'autres données dans d'autres pays. On en trouve au Japon, on en trouve au Danemark. Les Danois sont assez proactifs sur le sujet. Et on avait à peu près rien sur la France. Et on se posait la question de savoir si en France, on avait une prévalence et une présentation de la maladie qui était différente de ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Et on s'est posé autour de ça quelques questions, à savoir notamment quelles étaient les causes, si on avait plus de causes post-chirurgicales ou pas, plus de formes génétiques, quelles étaient les formes génétiques qui pouvaient être identifiées ou pas, est-ce qu'il y avait des manques en termes de diagnostic, mais aussi quels étaient les parcours des patients. Et là, on rentre pleinement dans le groupe de travail numéro 5 sur l'histoire naturelle de la maladie. Entre le moment où les patients développent un premier signe et le moment où ils ont leur diagnostic, est-ce qu'il y a une latence diagnostique dans cette maladie rare? Je vais vous présenter les résultats. Et puis, est-ce qu'il y a des complications particulières dans cette maladie? On en connaît quelques-unes. Moi, je suis néphrologue. On s'intéresse particulièrement aux complications rénales, puisque ça peut amener à une insuffisance rénale et à des calculs rénaux, qui peut être très invalidant chez les patients. Et est-ce qu'on peut trouver des facteurs de risque de tout ça, et quels étaient les traitements? Et donc pour faire ça, d'emblée, on s'est dit qu'il y avait deux volets dans cette étude. Un volet qui s'intéressait à ce que faisaient les médecins, qui étaient les médecins qui prenaient en charge ces patients, puisque ça peut être probablement des endocrinologues, ça peut être des pédiatres, ça peut être des néphrologues, des médecins généralistes. On ne sait pas à l'heure actuelle en France qui prend en charge ces patients. Et puis quelles étaient leurs habitudes de pratique, et puis des informations concernant les patients. Et on a développé cette étude initialement au sein de mon centre à l'hôpital européen Georges Pompidou, mais aussi grâce au soutien de la filière maladie rare Oscar, grâce à la Société française d'endocrino. Et je tiens à souligner aussi l'importance qu'a eu l'association de patients Hypoparathyroïdisme France, qui a participé dès le début de cette étude au développement du questionnaire et à sa diffusion.
Et là, ça, pour les chercheurs, ils connaissent ça. Quand on commence un projet de recherche, il y a l'idée qui est bonne, il y a les soutiens qui arrivent, et puis après, il y a la partie administrative. Et donc, juste pour vous donner une illustration, l'idée, on l'a eue en 2015. Le temps d'avoir un accord du comité d'éthique, c'était fin 2015. On fasse une première étape en France, qui est un truc qui n'existe pas ailleurs, qui s'appelle le CC-TIRS, qui arrive en janvier 2016. Et puis après, on a la CNIL qui nous dit qu'on a le droit de commencer à recueillir des données, qui arrive en juin 2016. Et puis en fait, quand on fait des études cliniques maintenant qu'on veut publier plus tard, il faut aussi passer par sous la houlette américaine d'un site qui s'appelle Clinical Trials, qui est arrivé en septembre 2016. Et donc on a pu inclure les premiers patients le 14 septembre 2016. Vous voyez, plus d'un an d'attente entre le moment où on a une idée, les gens sont prêts à être mobilisés, et le moment où on peut inclure le premier patient. Et d'emblée, on a voulu que ça soit un peu différent d'une étude classique avec des dossiers papier. On a voulu que ça soit quelque chose de digital, de facile à utiliser et qui puisse être utilisé partout. Alors oui, on nous a parlé de la BNDMR, oui, on a eu l'idée du pétale aussi, mais on s'est dit que ça allait être un peu compliqué de passer par ça. Et donc, on a voulu développer un site qui soit très simple d'utilisation et surtout qui soit, comme on dit, responsive design, c'est-à-dire qu'il soit utilisable à la fois sur un PC, un Mac, mais aussi sur une tablette, sur un smartphone. Et donc, en fait, les gens peuvent l'utiliser constamment partout pour pouvoir inclure et saisir des nouvelles données de leurs patients. On a voulu que ce soit le plus simple possible, qu'ils prennent le moins de temps possible. Alors, évidemment, ça prend encore un peu de temps, mais en pratique, se créer un compte, ça prend quelques minutes. Saisir des données d'un patient, ça en prend en gros une dizaine de minutes quand on a pris l'habitude à avoir des nouvelles données. Après, c'est extrêmement simple. Et l'extraction des données est aussi elle-même extrêmement simple. Donc on a voulu que ça soit un outil simple. Et d'ailleurs, ce qui a fait que cet outil simple a permis à l'heure actuelle de recueillir en 2 ans d'existence de la base 827 patients qui ont été inclus dans cette base, qui en fait à l'heure actuelle la plus grande cohorte mondiale de patients avec une hypoparathyroïdie. Et je tiens à souligner aussi le soutien de la filière Oscar qui nous a attribué des fonds pour aider le développement de cette étude, qui nous a permis de financer des techniciens de saisie pour certains centres, certains gros centres comme il y a eu à Bicêtre, à Cochin ou à Pompidou, où il y avait pas mal de patients, de données à saisir, qui a permis significativement d'augmenter le nombre d'inclusions et de faire un palier. Mais il y a eu aussi des initiatives locales au niveau français. Et je vous ai mis ici la carte des inclusions qu'on a en France. Vous voyez, donc, quand on parle de maladies rares, c'est assez souvent en Île-de-France qu'il y a une concentration plus importante de patients, mais il y en a aussi en région. Et vous voyez qu'il y a des régions qui ont fortement participé. Je souligne notamment la région nord, où Lille a beaucoup participé, l'Aquitaine qui a beaucoup participé. Mais en fait, il y a des patients qui sont partout. Et une autre originalité de cette étude, c'est vraiment d'avoir associé l'association de patients, où j'ai eu pas mal de patients qui, de France entière, m'ont contacté en me disant « Moi, je veux participer, je veux mettre mes données, dites-moi comment faire ». Et donc, du coup, ils ont contacté eux-mêmes leurs médecins, que ce soit leur médecin généraliste, leur endocrinologue, leur rhumatologue, qui, du coup, m'ont recontacté derrière en me disant « Bon, ben, comment on fait maintenant pour rentrer les données ?» puisque ça passait via les patients. Et là, je pense qu'on est vraiment dans un changement de fonctionnement de la recherche, où on n'est plus où on part des CHU et des médecins pour aller vers les inclusions des patients. On est dans un nouveau mode de fonctionnement de la recherche où on peut avoir des deux côtés, aussi via les patients, pouvoir remonter et rentrer dans les études. Et je pense que c'est très important de les impliquer pour qu'ils puissent participer eux-mêmes à cette recherche. Et donc, on s'était posé les questions. Alors, je suis désolé, là, ça passe bizarrement. On s'est posé la question donc, sur l'histoire naturelle de la maladie, de savoir qui étaient les médecins qui voyaient ces patients. Donc, pour répondre à cette question, la première, c'est de savoir quels sont les médecins qui ont inclus les patients. Sans beaucoup de surprises, c'est essentiellement des endocrinologues, puisque c'est une maladie qui touche une glande. Donc, on est assez... on n'est pas étonné de ce résultat. Un peu plus du fait qu'il y ait des néphrologues. Alors c'est probablement parce que nous, on est surtout des néphrologues à travailler au développement de cette étude et qu'on a un réseau de néphrologues, mais pas que. Vous voyez qu'il y a aussi des pédiatres, pas mal de pédiatres qui ont participé, des médecins généralistes et des rhumatologues. Donc les gens qui participent à cette étude ne sont pas que des gens qui ne voient que ça. Ça veut dire qu'ils suivent des patients et qu'ils les suivent parmi ça.
Mais dans le parcours, ça ne nous donne pas l'idée du parcours du patient. Ce qu'on avait posé comme question dans cette étude, c'était aussi qui leur avait adressé le patient. Et là, on se rend compte que c'est initialement, principalement, un autre endocrinologue qui avait adressé le patient, aussi un médecin généraliste. Pas très étonnant comme résultat, mais ça nous conforte dans l'interprétation qu'on peut en avoir. Et puis, en fait, il y avait aussi une kyriade d'autres médecins qui avaient vu ces patients en avant. Donc, il pouvait y avoir des chirurgiens, il pouvait y avoir même des ophtalmologistes, etc. J'attire votre attention sur un type en particulier, qui étaient les urgentistes. 2% des patients, en fait, avaient été adressés aux médecins qui les suivaient maintenant par l'urgentiste. Ce qui veut dire qu'il y a, dans cette maladie-là, un nombre non négligeable de patients qui arrivent sur le mode de l'urgence avant d'avoir leur diagnostic. Et ça, je pense que c'est une chose sur laquelle on doit travailler. Les patients, sans être vraiment très étonnés, c'est principalement des femmes qui sont touchées, en gros plus des 2/3, presque les 3/4. C'est ce qu'on retrouve dans quasiment toutes les études au niveau mondial. Et ça touche principalement des majeurs, mais vous voyez dans la cohorte, on a presque 10% de patients mineurs. C'est ce qu'on retrouve aussi à peu près dans les autres études. Et on a un très très grand range de maladies, puisqu'il y a des diagnostics qui sont faits à la naissance. Des bébés naissent hypocalcémiques et on retient ce diagnostic à ce moment-là. Et puis il y a des gens qui ont des diagnostics extrêmement tardivement, à 89 ans, la personne la plus âgée qui est incluse dans l'étude. Vous me direz, c'est évidemment une cause post-chirurgicale, c'est quelqu'un qui a été opéré. Eh bien non, 89 ans, le patient c'est un homme, donc donc moins typique que la femme, et ça n'est pas une cause post-chirurgicale, c'est une cause génétique. Et on va revenir sur le dossier de ce patient. Ah oui, 89 ans, avoir son diagnostic génétique, c'est pas fréquent, hein, je suis d'accord avec vous. Le mode de découverte aussi nous intéressait dans le fait de connaître quelle est l'histoire naturelle de cette maladie-là. En fait, plus de la moitié, on le diagnostique sur une anomalie biologique. On leur fait une prise de sang et on trouve qu'ils ont en gros une calcémie qui est basse, ce qui veut dire qu'ils sont probablement pas symptomatiques, ou alors qu'on n'a pas rattaché les symptômes à ça et qu'il a fallu attendre d'avoir une anomalie biologique pour retenir le diagnostic. Mais en fait, près d'un tiers d'entre eux sont arrivés dans le diagnostic sur un symptôme. Ce qui veut dire que ce sont des patients qui avaient une souffrance avant, qui sont allés voir leur médecin sur un symptôme, et on s'est posé la question de savoir quel était le symptôme qu'ils présentaient. Alors évidemment, il y a les symptômes classiques de l'hypocalcémie, c'est-à-dire les fourmillements, les crampes, il pouvait y avoir même des convulsions, ce qui est extrêmement grave, mais en fait, il y a plein d'autres signes qu'ils pouvaient présenter, notamment des signes très très peu spécifiques comme la fatigue musculaire, voire même il y en avait qui arrivaient sur des céphalées, donc des maux de tête, et d'autres dont le diagnostic a été fait sur un bilan de sueur. J'imagine que ça doit être plutôt les internistes qui ont dû trouver ce diagnostic-là. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, 2% d'entre eux, sur les complications. Les complications, on va y revenir, principalement l'insuffisance rénale, les calculs rénaux, la cataracte ou les calcifications cérébrales. Et puis il y en a 10% d'entre eux pour lesquels on ne sait pas comment ils sont rentrés dans la maladie et pour lesquels il va falloir qu'on investigue un petit peu plus. L'autre question qu'on s'était posée, c'était la latence diagnostique. On parle d'une maladie rare, donc entre le moment où ils ont les premiers symptômes et le moment où on retient le diagnostic, est-ce qu'on a une errance diagnostique? C'est dans le PNMR3, ça fait partie de l'histoire naturelle de la maladie, ce qui nous intéresse en particulier. On est assez rassuré de se rendre compte que plus des 3/4 des patients, en fait, ont le diagnostic dans la première année, entre le moment où ils ont la cause de leur hypoparathyroïdie et le moment où on le retient. On est un petit peu moins de se rendre compte que quand même, il y en a 10% d'entre eux qui ont le diagnostic entre 2 et 5 ans après le début de leurs symptômes. Encore moins de se rendre compte qu'il y en a qui vont attendre près de 10 ans. Et alors franchement moins de se rendre compte qu'il y en a qui ont besoin d'attendre plus de 10 ans pour avoir leur diagnostic qui va être retenu. Si je vous reparle du patient de 89 ans de tout à l'heure, qui est inclus dans la cohorte, il lui a fallu plusieurs décennies avant que quelqu'un vraiment se soulève la question de se dire mais il a une cause génétique ce patient et est-ce qu'on va aller chercher sa cause génétique et d'y arriver. Alors pour lui, vous me direz, il a 89 ans, il a quand même bien vécu, il est arrivé au bout. Mais qui dit cause génétique, ça veut dire cause transmissible. Ça veut dire qu'il y a toute une famille derrière.
et qu'il y a plein d'autres cas et plein d'autres patients qu'il faut prendre en charge et qui doivent se poser des questions. Et on a comme ça régulièrement des patients avec hypoparathyroïdie où tout le monde dans la famille a des crampes, tout le monde dans la famille a des fourmillements, tout le monde dans la famille, enfin tout le monde, une bonne partie dans la famille, et en fait personne n'a le diagnostic. Et ça peut être assez anxiogène quand on est enceinte et qu'on attend un enfant de savoir si on va transmettre ce symptôme-là à ses enfants. Donc c'est important quand même d'arriver au diagnostic et de ne pas attendre 80 ans pour y arriver. On s'était posé la question du coup de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette latence diagnostique. Est-ce que le fait d'avoir une forme pédiatrique ou le fait d'avoir une forme de l'adulte, ça va changer? Non, en pratique, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a aussi une disparité chez les enfants. On pourrait dire les enfants, ils sont très bien suivis, on va forcément faire le diagnostic dans la première année. Non, les enfants, ils présentent des formes qui sont parfois un peu plus complexes à diagnostiquer. Et donc, ça peut prendre parfois 15 ans pour faire le diagnostic. Il y a des enfants pour qui il a fallu 15 ans pour faire le diagnostic d'une hypoparathyroïdie. Chez les adultes, je vous ai mis le grand spectre de la maladie qui est très disparate. En revanche, ce qui peut expliquer une partie de la latence diagnostique, c'est la cause. Je vous l'ai dit, soit probablement la plus grande cause, c'est post-chirurgie. On a une chirurgie du cou, on retire la thyroïde, on a emporté les glandes parathyroïdes qui sont juste derrière. On peut comprendre qu'on fasse le diagnostic juste après la chirurgie. Effectivement, c'est le cas. Hein. Si on a une cause qui est chirurgicale, on fait le diagnostic plus tôt que si on n'a pas une cause qui est post-chirurgicale. Vous voyez, les causes qui sont génétiques ou auto-immunes, elles ont une latence diagnostique qui s'étale bien plus loin. Mais quand même, post-chirurgical, on s'imagine que se faire opérer du cou, c'est quand même un événement dans la vie de quelqu'un, et que s'il développe une hypocalcémie derrière, on peut faire le diagnostic dans les semaines ou les mois qui suivent. Eh bien, regardez ici, il y a des patients, une grande partie des patients qui ont un diagnostic dans la première année, en bas, mais il y en a aussi quand même de très nombreux cas qui ont des diagnostics parfois jusqu'à 40 ans après leur chirurgie du cou. Là, ça pose une question quand même de savoir, on opère des gens de façon dans un acte qui n'est pas banal, et pourquoi on met 40 ans à retenir le diagnostic d'une maladie aussi grave que l'hypoparathyroïdie. Là, c'est qu'on a quelque chose à faire dans le domaine. Donc, si on revient sur les causes, je vous ai dit donc les post-chirurgicales, évidemment, les causes post-chirurgicales dans la cohorte représentent une très grande majorité. On a à peu près, comme dans le reste de la littérature, 70% des patients qui ont une cause post-chirurgicale, 10% qui ont une cause génétique ou chromosomique, je vais y revenir. Une toute petite partie qui ont eu 1% qui a eu une radiothérapie du cou qui explique la maladie, une toute petite partie qui a une forme auto-immune, mais on va y revenir. 2 cas seulement qui ont une cause infiltrative, qui sont des cas extrêmement rares, et je vais revenir sur les 16% de autres. Pour ce qui est des causes génétiques, on a des causes génétiques identifiées pour à peu près 80 patients, plus de 80 patients. C'est une mutation du récepteur sensible au calcium pour un tiers d'entre eux, ce qui est assez compatible avec ce qu'on voyait dans la littérature avant. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle le syndrome Catch22 ou le syndrome de Di-George, qui est une anomalie chromosomique du chromosome 22. Et puis, vous avez toute cette kyrielle d'autres causes génétiques qu'on peut observer ici, qui peuvent être observées à la fois chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Je ne reviens pas dans le détail sur les gènes en eux-mêmes. Plus intéressant encore, c'est cette catégorie autre, où on a mis dedans pourquoi on n'a pas le diagnostic. Pour un tiers d'entre eux, c'est parce que on a fait, le médecin qui a inclus le patient nous dit « j'ai fait une enquête pour trouver la cause et je n'ai pas trouvé la cause ». Pour un tiers d'entre eux, ils nous disent « la recherche de la cause est en cours ». Donc on imagine que ce n'est pas la chirurgie qui est responsable de ça. Puis pour un tiers d'entre eux, les médecins répondent « bah je ne sais pas ». En fait, il y a deux causes très très rares. En fait, on est très embêté pour les deux causes qui sont ici, soit que l'enquête est négative, soit que le médecin répond qu'il ne sait pas. Pour ce qui est l'enquête est négative, c'est assez bien parce que ça nous donne des voies en nous disant ben voilà, là il y a du travail à faire en termes de recherche, il faut qu'on trouve de nouvelles causes de cette maladie. Si on a fait le dépistage et qu'on a fait les recherches de toutes les causes connues, ben ça veut dire qu'il doit y avoir des nouvelles causes à trouver. Ou alors ça veut dire qu'on n'a pas vraiment cherché toutes les bonnes causes. Là où c'est plus embêtant, c'est le tiers de patients pour lequel on n'a pas de cause.
Et la question, c'est est-ce qu'on est allé chercher la cause? Est-ce que ces médecins qui ont inclus les patients ont à leur disposition tous les outils pour faire les diagnostics et le diagnostic de la cause de cette hypoparathyroïdie? Et c'est là qu'à mon avis, il y a aussi beaucoup de travail, c'est accompagner et les patients et les médecins dans le diagnostic de la cause, qui, comme je vous le disais, quand c'est une cause génétique, après ça implique toute une famille. Ouh là 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 là. Donc là, c'est pas passé. Bon. Et pourquoi c'est important de faire le diagnostic? Je vais essayer de vous faire le commentaire sans les légendes. À gauche, c'est moi je suis néphrologue, on est une équipe principalement de néphrologues, mais l'hypoparathyroïdie, le calcium, le bilan du calcium, il est géré en grande partie par le rein. Et un des problèmes quand on a une hypoparathyroïdie, c'est qu'on peut avoir une perte de calcium dans le rein qui va induire des calculs rénaux, voire une insuffisance rénale. Et à gauche, je vous ai mis la répartition de la fonction rénale des patients au moment où on fait le diagnostic. On retient le diagnostic d'hypoparathyroïdie, ont-ils ou pas une insuffisance rénale? On est assez rassuré de se dire que le bleu et le rouge, en gros, sont les fonctions rénales ou normales ou subnormales. On est rassuré, on se dit que c'est bien. Mais en fait, si on compare par rapport à la population générale, ça veut dire que en gros, il y a 14% de patients qui ont une insuffisance rénale au moment du diagnostic. Et ça, c'est largement plus que la population générale. Ça veut dire que ces patients, au moment du diagnostic, ils ont déjà une insuffisance rénale pour un nombre vraiment non négligeable d'entre eux et qui ont déjà un retentissement de la maladie. Et 11% d'entre eux ont déjà des coliques néphrétiques et des calculs rénaux. Donc ça veut dire qu'il y a des complications rénales, qu'il y a des complications de cette maladie et que ça nécessite qu'on aille plus loin. En gros, je ne vais pas rentrer dans tous les résultats, mais en pratique, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'on a une des plus grosses cohortes nationales avec, là je vous ai présenté surtout des données au moment du diagnostic, mais on a aussi pour plus de 90% des patients au moins une visite de suivi, et j'espère qu'on va continuer à en acquérir, ce qui en fait une base qui a énormément de données de laquelle on peut extraire beaucoup de résultats pour cette histoire de la maladie. On confirme les résultats qu'on a trouvés dans d'autres cohortes, à savoir que les causes chirurgicales sont plus importantes que les autres, que les femmes sont plus touchées et que c'est surtout les adultes qui sont atteints. Mais surtout, la grande originalité, c'est qu'on montre là qu'il y a une latence diagnostique qui peut être extrêmement variable et que ça n'est pas que les causes génétiques ou non chirurgicales qui souffrent de cette latence diagnostique et puis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la reconnaissance des causes. Dans les perspectives, dans ce qu'on veut continuer à faire de cette cohorte, c'est continuer à la développer, étudier quels sont les déterminants, quels sont les facteurs de risque, pourquoi on peut avoir une latence diagnostique aussi importante, quelles sont les pratiques qu'il y a à l'heure actuelle en France. Les médecins qui suivent ces patients, je vous ai dit, sont très, très divers et c'est important de savoir quelles sont leurs pratiques et de savoir si on peut les améliorer. Et puis, on va étudier quelles sont les complications, quels sont les traitements de ces patients et comment on peut, quels sont les axes de travail sur lesquels on doit progresser pour limiter ces complications. Donc, on va poursuivre les inclusions, même si on a gelé pour une première fois la base, et on aimerait continuer à poursuivre les saisies. Et là où on pense qu'il y aurait un intérêt encore à travailler avec la filière maladie rare Oscar, c'est qu'on se pose la question de savoir s'il n'est pas utile et nécessaire maintenant au niveau national de partir sur un registre, donc sur un recensement de la totalité des cas français, puisque là pour le moment c'est uniquement sur le bénévolat des médecins qui participent à cette étude, mais s'il ne faut pas qu'on rende un caractère vraiment national et de tous les cas qui existent en France pour avoir toutes les données dans cette base, mais ça nécessite d'avoir le soutien de la filière Oscar et du ministère. Je voudrais, avant de terminer, remercier donc tous les gens qui soutiennent cette étude, donc notamment la filière maladie rare Oscar, la PHP qui aussi finance et soutient cette étude, le site qui a développé, le développeur web qui nous a aidé vraiment, qui a fait un très joli travail, Caroline Silve qui est présente dans la salle, qui nous a beaucoup aidé avec son réseau, la société d'endocrinologie, et puis
Je voudrais dire un petit mot quand même de l'association Hypoparathyroïdisme France, qui a été très très proactive sur cette étude, qui a permis de beaucoup mobiliser les patients et plein de centres auxquels on n'a pas forcément accès quand on est un centre de référence. Et je pense que c'est très important qu'on ait une représentation au niveau national. Et puis pour vous laisser sur une image, qui nous vient de l'association de patients Hypoparathyroïdisme France, qui vous donne une idée de ce qu'est le vécu d'un patient avec hypoparathyroïdie, qui vient d'avoir, alors dans la forme pas la plus rare, hein, la forme post-chirurgicale, avec ces larmes de sang qui sont ici représentées par un papillon. Le papillon, c'est la thyroïde qui a été retirée. Les larmes de sang, c'est les parathyroïdes, donc la glande qui sécrète l'hormone, qui ont été retirées et qui modifient à jamais leur vie, puisque ça reste une maladie incurable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'en ai peut-être une. Patricia. Je voulais savoir si la plateforme que vous avez créée pour l'hypoparathyroïdie peut être exploitable sur une autre pathologie, le cas échéant. Alors, on l'avait pensé dès le début, puisque ça avait été une question de la filière maladie rare. C'est extrêmement facile, après, de développer un autre versant pour une autre maladie. Alors, il va y avoir des questions spécifiques, parce qu'ici, il y a des questions spécifiques pour l'hypoparathyroïdie, sur la biologie, les complications, etc. Mais c'est tout à fait développable pour une autre partie, pour une autre maladie, quelle qu'elle soit. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, concrètement, si on était intéressé, il faut faire comment ? Alors, parce que moi, je représente l'association Hypophosphatasie Europe, oui. Et c'est vrai qu'on est assez étonné d'avoir si peu de malades références connus. Et donc, comme vous, en faisant cette étude, vous vous êtes aperçu qu'il y avait pas mal de malades en plus, quoi. Alors, dans la nature. Et donc, voilà, je me disais, est-ce qu'il y a moyen à peu de moyens, puisqu'il y a déjà la base qui existe, est-ce qu'il y a moyen d'exploiter ça pour une autre pathologie ? Oui, alors il y a une partie réglementaire indispensable, puisque comme on va colliger des données médicales, des données de recherche, il y a une partie réglementaire à passer. C'est un dossier à monter, mais c'est faisable, hein, je vous ai montré, hein, c'est à peu près... alors on peut le faire en un peu moins de temps qu'1 an maintenant, a priori, mais on peut, c'est faisable. Sachant que pour l'hypophosphatasie, il y a déjà 2 registres. Oui, il y a un registre addiction, il y a un registre... Je ne sais pas si c'est dans le cadre du registre qu'il faut le faire. S'il y a déjà un registre, quand même, un registre en général, c'est plus précis qu'une étude, parce qu'il y a quand même l'identification des patients et il y a des données qui sont normalement... c'est une autre étape. Qui sont... voilà. Nous, on est dans une étude où c'est anonymisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter aux patients directement. L'intérêt, c'est que vous avez touché plein de professionnels de santé. Exactement. Dans les centres de référence. Exactement. C'est une question qui avait été abordée lors d'un codir avec Karine Briot pour d'autres... Karine est là ou pas ? Oui. Tu veux dire un mot ? Karine et Déborah, parce que... après, il y a une question d'appel d'offres, d'adéquation. Oui. Effectivement, on en a beaucoup parlé, puisqu'il y a 2 autres projets de base qui sont l'ostéogenèse imparfaite et puis RVR, mais Karine va en parler. Donc c'est vrai qu'on a eu cette réflexion sur les données sur l'histoire naturelle des patients, pour à la fois l'ostéogenèse imparfaite et pour l'hypophosphatémie liée à l'X ou les rachitismes à FGF23. On n'entend pas, Karine. Je parle fort. À FGF23 élevé. Et donc l'idée, c'était de partir directement sur un registre, parce qu'on peut avoir des données de tous les praticiens impliqués, des données de suivi, et des données vraiment rentrées par le praticien au moment où il voit le patient, avec des données prospectives qui seraient directement rentrées, donc avec peut-être une plus grande précision sur ces maladies, et donc connaître l'histoire connaître l'histoire naturelle de cette maladie. Le problème, c'est le financement, parce que le registre a un coût, et il n'y a pas forcément de financement pour tous les registres, et même s'il y a de l'argent dans les maladies rares, en tout cas pas forcément pour les registres. Et donc il y a différentes options. On avait donc discuté avec Jean-Philippe de tous les webmasters, de toutes les façons de monter un registre.
Et l'idée, c'est probablement de faire un cofinancement centre de référence filière Oscar pour notre registre sur les rachitismes génétiques FG23LV. On ne sait pas pourquoi, avec Agnès Linglard, on a répondu à l'appel d'offres sur les registres APHP et le projet a été jugé non prioritaire. C'est toujours un peu la problématique des maladies rares par rapport à d'autres maladies. Comme c'est rare, on se dit que c'est pas prioritaire par rapport à des maladies fréquentes. Et donc on a tous des idées de registres académiques pour ne pas être dans les registres liés à l'industrie pharmaceutique. Mais on a tous les bonnes idées. On est prêt à attendre 1 an pour passer tous les cadres réglementaires. Le problème ensuite, c'est le financement. Et puis ça ne compte pas le financement du tech ou de l'ARC qui va aider à remplir les données parce que Jean-Philippe l'a très bien montré, hein, l'explosion du nombre de patients rentrés grâce au financement du tech. Donc nous, on pense que le registre est la meilleure réponse à l'histoire naturelle. On a des projets de registre. Après, il y a plein d'obstacles pour arriver, mais en tout cas, on semble assez bien avancé en tout cas pour ma part, sur le rachitisme génétique AFG23 élevé. C'est toujours je suis complètement d'accord, Yann, c'est toujours une balance entre à quel point on veut que le registre soit extrêmement complet, extrêmement précis et rempli par des spécialistes, donc des centres de référence, et le fait d'avoir quelque chose de très facile à utiliser quitte à avoir peu de données pour certains patients, puisque là je vous ai présenté, mais on a pas mal de données manquantes, hein, forcément là-dedans. On a beaucoup de patients, mais on va avoir aussi des périodes, des endroits où il va y avoir des données qui sont manquantes, parce qu'il y a des patients où on récupère les informations d'il y a 30 ans ou 40 ans, on les a pas forcément. Après, on a des données de suivi qui s'implémentent. Nous, on continue à avoir un suivi prospectif pour ce genre de base, mais ça nécessite d'avoir une énergie incroyable. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps pour aller aider certains investigateurs pour saisir des données. On a, nous, investi dans le service et dans l'équipe, dans le centre de référence, alors même qu'on n'avait pas encore touché les sous. On a investi du temps et de l'énergie pour avoir ça. Ça nécessite, en fait, de développer beaucoup d'énergie pour arriver à obtenir tout ça. Donc c'est pour ça que toutes les bonnes énergies sont utiles, mais sans argent, on ne peut pas avancer, quoi, très clairement. Merci beaucoup.